Alors, écoutez, ça va être très simple parce que je vais demander à nos invités que je vais d'abord vous présenter. Donc, en partant de votre droite, Jean-Michel Espitalier, Jean-Claude Pinson, donc moi-même Alain Nicolas, Françoise Cléda, Gilles Amalvi et Gilles Wenzeflen que vous avez déjà vu et entendu tout à l'heure. Donc je vais demander à nos invités, qui sont tous les quatre poètes, d'abord de donner une première réaction après avoir visionné ce film, comment ils le reçoivent. Est-ce qu'ils pensent que ça reflète un peu la façon dont ils se voient en poésie, dont ils voient la poésie telle que la met en scène ce film, et donner peut-être un peu une première, disons, un premier questionnement par rapport à ce que ça peut évoquer comme écho dans leur propre pratique. Alors je ne sais pas qui veut parler le premier. On va peut-être faire voilà, le tour de table, en commençant par Jean-Michel Espitalier, voilà, tout simplement. Bon, moi, en tant qu'auteur d'une anthologie, je pourrais dire qu'effectivement c'est un film qui essaie, enfin, qui tente justement une sorte d'approche un peu large, un peu exhaustive. Ça n'est jamais, puisque par définition l'exhaustivité n'existe pas. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est plutôt la question de sa pertinence et la question de son existence. C'est-à-dire que je me rends compte depuis très longtemps que dès qu'on parle de poésie, dès qu'on aborde la question de la poésie, se pose immédiatement la question du statut. La poésie, c'est quoi? C'est où? Ça commence à quel endroit? Ça finit où? Quels sont les statuts des œuvres, etc. C'est une question qui est permanente, qui est assez insistante, un peu obsédante parfois, et que la déconstruction des frontières entre ce qu'on classe roman et ce qu'on classe poésie, je corrigerai immédiatement ce que je viens de dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une attente quant à la poésie qui est considérable parce qu'elle porte avec elle, depuis au moins les romantiques allemands, disons depuis Hölderlin, depuis Rimbaud, une charge fondamentale quant à ce que nous faisons de nos existences. Au fond, la poésie, elle a comme ambition pas simplement de produire des textes, mais d'inciter à s'orienter vers telle forme de vie plutôt que telle autre. C'est sa dimension philosophique, me semble-t-il. Et c'est pas un hasard si la poésie jouit en France aujourd'hui d'une attention extrême des philosophes, par exemple. Vous ne pouvez pas lire un livre d'un philosophe qui compte aujourd'hui, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben ou quelques autres, sans qu'il y soit question de poésie, sans qu'on aille chercher tel poème de Mandelstam. Voilà. Donc elle n'est pas du tout déshéritée de ce point de vue-là. Il y a un intérêt critique considérable pour des œuvres sans doute difficiles, mais qui vont rassembler des gens qui vont pendant des semaines éplucher telle ou telle œuvre. Et alors sur la question de l'élitisme, puisque je l'ai lancé, je suis toujours heurté parce que c'est des textes trop difficiles, etc. Mais pas du tout. Il suffit qu'on ait la volonté et qu'on y mette un peu de temps et de moyens, et les textes les plus difficiles, j'en ai fait moi-même l'expérience, deviendront, en pédagogue, ils deviendront accessibles à des élèves de collège, de lycée, mais évidemment, si on ne fait pas ce travail de médiation, on n'y arrivera pas, bien entendu. Par rapport à l'attente, je me sens dans une position bizarre, parce que je me sens, on parle du public, comme ça, d'une manière globale, et je ne peux pas du tout prétendre savoir ce qu'est l'attente du public. Je ne peux même pas savoir, je ne peux même pas prétendre, enfin, qu'elle est considérable. Je peux savoir ce que, dans ma pratique d'écriture, ce que je peux espérer donner à l'autre.
là, Jeanne Chaton qui a dit à un moment donné le moment, je sais pas comment il l'a dit, un moment important, c'est celui où le poème est donné au public. Et ce moment-là, qu'on peut appréhender sans doute plus au niveau de la performance, au niveau du livre, il reste obscur. Donc on peut savoir ce qu'on espère en tant que poète, et on ne peut que supputer sur ce que le public va en recevoir. Et il y a des éléments qui peuvent tenir lieu de semblant de réponse, c'est que par exemple dans des conditions extrêmes, je peux faire référence à Evgenia Gainsbourg, mais il y en a d'autres dans des conditions extrêmes de camp, de goulag, de misère humaine extrême, dans le froid, la faim, l'épuisement. Evgenia Gainsbourg récitait des poèmes à ses codétenus et elle disait, les codétenus disaient que ça les aidait à lutter. Donc voilà. Alors pourquoi ça? Sans doute parce que il faudrait aborder la question qui est soulevée aussi dans le film, c'est-à-dire la question du jeu. Donc une des poètes du film disait qu'elle était complètement absente, qu'elle n'avait pas à être dans sa pratique de poésie, et ça me semble faux. Même si on parle du monde, on n'en parle qu'à travers nous, on n'en parle qu'à travers le retentissement que les choses ont en nous. Et je citerai une expression d'un poète qui vraiment a vécu dans sa chair cette confrontation du monde et de son individualité, de son jeu ou moi. Enfin, c'est une distinction philosophique. C'est Antonin Artaud, et il parle donc de ce retentissement des choses qui est important, et en lui, que c'est plus que le volume des choses, le retentissement que ça a en lui. Enfin, je le cite là inexactement, mais il conclut en disant ce retentissement au bout duquel est la pensée. Et voilà, je pense quand on écrit, même si de la poésie, même si ce n'est pas de la philosophie, il y a un effort de penser le monde et de penser la personne humaine, et de projeter cette pensée vers l'autre. D'ailleurs, c'était effectivement le moment, enfin, la formule de Jeanne Chaton était intéressante, parce que c'est le moment où il donne le poème à un public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de lecteur qui apparaît dans son discours, et la poésie devient une sorte d'art du temps, quoi, comme ce qui effectivement fait comprendre que souvent le soutien institutionnel à la poésie passe par le soutien à des événements, à des performances, au moins autant que par des soutiens à des publications, enfin de plus en plus en tout cas, c'est ce qui semble. Mais vous étiez directement interpellé, Jean-Claude Masson, je sais que c'est un sujet qui vous a... Non, mais il faut qu'il... Non, mais interpellé, disons. Bon, il y avait quand même une référence à des positions que vous défendez assez clairement et fermement. Il y a toujours du différent, parce que sinon il ne va pas y avoir de discussion. Mais oui, non, moi, mon souci, c'est effectivement, je ne suis pas un poète performeur, même s'il m'arrive de faire parfois des lectures publiques, mais... Enfin, je vais citer mon maître, si je puis dire, avec un peu d'ironie, Christian Prigent, qui dans cette revue
qu'on voit apparaître dans le film, d'ailleurs, Grumeau, il dit au fond, la poésie a besoin de médiatisation, au sens noble du terme. Elle a besoin de médiateurs qui la portent vers le public. Et il dit, il y a deux formes aujourd'hui de médiatisation possibles. Il y a évidemment la médiatisation par le biais de la scène, et on sait tous que Prigent est un lecteur, il est un excellent lecteur. Et puis il y a la médiatisation qui passe par des relais critiques ou savants, herméneutiques, on va interpréter l'œuvre, on va montrer que toute œuvre qui est un peu solide, c'est un palimpseste, il y a des couches de sens inépuisables qui passent évidemment par l'étude, je ne sais pas, des rythmes, tout ce qu'on voudra. Bon, voilà. Il y a ce travail qui est un travail auquel se livre très peu aujourd'hui la critique, parce qu'effectivement, il n'y a plus guère de critique, au moins de poésie au sens de la critique journalistique. Il y a une critique universitaire qui perdure. Et alors, Prigent ajoute que, et ça je crois que c'est très juste, lorsqu'il a une lecture à donner, il choisit parmi ses textes ceux qui vont le mieux passer la rampe, c'est-à-dire des textes qui se prêtent par leur forme à cette emphase de la forme qu'appelle, selon lui, la scène. C'est-à-dire des textes où il va y avoir des listes, des litanies, des écholalies, des allitérations à non plus finir, etc. Bon. Mais, dit-il, des textes dans lesquels toute la finesse, toute la polyphonie subtile du sens est trop densifiée, ils ne passeront pas la rampe. Donc je ne suis pas enclin à les lire, évidemment. Ces textes-là, ils appellent une lecture silencieuse, la lecture, au fond, à laquelle nous étions habitués avant l'apparition avec les dadaïstes de la poésie performée, une lecture silencieuse, récurrente, ruminante. Alors évidemment, je suis plutôt de cette école-là, parce que, en tant que philosophe, j'ai eu à m'affronter à des textes philosophiques qui résistent infiniment et qu'il faut relire et relire, et j'ai tendance à lire les poètes un peu à cette aune-là, même si évidemment la poésie m'apporte tout autre chose. Alors, la question c'est la suivante. Qu'advient-il dans un contexte où nous voyons bien que le paradigme du livre et de la lecture silencieuse qui va avec est quand même dans une passe difficile? Qu'advient-il de cette forme de lecture et donc de cette richesse propre de la poésie comme texte dense qui mérite une lecture attentive, récurrente, si on met tout uniment l'accent, si on ne marche que sur une seule jambe, qui serait celle de la poésie scénique et performantielle. Alors, je vois bien tout l'apport de la lecture performantielle quand j'entends par exemple lire des gens comme Prigent, ou Anne-Jeanne Chaton, ou Jérôme Gamme qui a lu avec toi, etc. Je vois bien que ça apporte quelque chose. Mais je me pose cette question que se posait récemment une artiste, puisqu'on est dans une école des beaux-arts, je vais citer cette artiste, Camille Henrault, qui, dans une exposition récente, à la galerie Kamel Mennour à Paris, disait « Le livre aujourd'hui a besoin de consolation ». Très belle formule. Et je crois qu'aujourd'hui, le livre de poésie a besoin de consolation, sinon nous n'entendrons plus ce que nous disent aujourd'hui quelques-uns des poètes majeurs, selon moi, des poètes comme Dominique Fourcade, qui par ailleurs est un excellent lecteur, mais pas un performeur, des poètes comme Jules Stéphane, comme Jeanne Sacré et quelques autres, à propos desquels je me suis attaché à produire un travail critique parce que ces œuvres me paraissaient appeler un travail critique approfondi. Voilà, ma position pour la résumer. Alors, bon, des réactions, si vous voulez. Moi, je pense qu'on vit une époque formidable dans la mesure où, justement, tout ça cohabite. Alors, effectivement, avec les deux alors oui, différents. peut-être, est-ce qu'on en est là? Parce que, bon, le texte de poésie écrit, édité, il se publie toujours. Il est là, enfin, beaucoup de livres, il est à l'entrée. Ouais. Voilà, donc il y a deux pôles. Il y a un pôle écrit, si on peut dire, un pôle oral dans l'espace. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, et ça c'est historique, on ne peut pas faire l'économie des nouveaux médiums. La photographie a transformé la peinture, Gutenberg a transformé l'écriture. Voilà, aujourd'hui on est à un stade qui, alors on peut s'en plaindre, hein, c'est pas la question, mais voilà, ça passe beaucoup par la scène, et y compris par des... Mais la scène, c'est pas un nouveau médium. Non, mais ça existe par rapport à la poésie. depuis Homère. Non, mais bien sûr. Non, mais
telle qu'on entend aujourd'hui dans la performance, souvent machinée, technologique, etc., avec parfois de la vidéo. Voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau quand même, cette espèce de transversalité, d'hybridation de différents vocabulaires formels et esthétiques. Voilà. Bon, c'est comme ça, je pense qu'on peut pas, on peut s'en plaindre, mais je crois que c'est une donnée incontournable aujourd'hui. Je pense qu'on peut pas. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a beaucoup de poètes qui se mettent à la performance. Alors ça c'est un problème, parce qu'effectivement il y a des gens qui sont de grands poètes, je rejoins Jean-Claude Pinson, et qui sont parfois un peu obligés de faire de la scène pour faire passer quelque chose. Ça c'est un peu la faiblesse du processus. Mais je pense que quelqu'un comme James Chatton, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a travaillé absolument, enfin, qui a un travail capital, d'un point de vue de la politique sonore et plus largement d'une vision du monde, y compris une vision politique, et c'est quelque chose qui, à contrario, ne peut passer, à mon sens, que par la scène. Donc il y a aussi un nouveau type de discours, qui est un discours grave, réfléchi, profond, etc., qui passerait peut-être moins bien par le livre. Donc il y a aussi une espèce de basculement où le livre finalement devient une sorte de point faible en fait de ce genre d'expression. Et puis c'est aussi un moyen je dirais, de pérennisation et de conservation. C'est-à-dire que énormément de poètes mettent par écrit, enfin, voire réécrivent, voire recomposent des textes à partir de performances dans des versions qui sont un petit peu différentes. Enfin bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Enfin, je pense pas qu'il y ait... Il y en a un, mais il met les choses sous tension. On parlait de Christophe Tarkos, par exemple. Bon, Christophe Tarkos, quand on l'entendait lire, ou Gerasim Luka, par exemple, c'était quelque chose... c'était un véritable événement, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'attention, et quand on le lit, c'est autre chose, et c'est en même temps, on retrouve ça, même si des fois on ne l'a jamais vu, ou jamais entendu. Et Christophe Tarkos, que j'ai bien connu, il défendait justement son statut d'écrivain. Il disait, moi je fais des lectures, j'adore la performance, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu ou beaucoup entendu les poètes dada, futuristes, etc. Donc il était très imprégné d'une avant-garde historique, donc l'avant-garde du XXe siècle, très proche de la poésie sonore, de la performance, etc. Et en même temps, il revendiquait son statut d'écrivain. Il avait même une espèce de fascination pour la langue grand siècle, en quelque sorte. Hein. Il lisait Saint-Simon, enfin il avait aussi une vraie conscience d'écrivain, au sens le plus classique du terme. C'est vrai qu'il y a, voilà, c'est un artiste, un écrivain, je ne sais pas comment on peut le nommer, biface. Et ce sont deux faces en fait qui se nourrissent l'une l'autre. Quand on parle comme ça de la capacité de la poésie d'être comme ça devant d'être variée, diverse et aussi bien de pouvoir accueillir ou coexister ou amalgamer à sa production les autres arts comme la musique. Donc je voudrais insister sur cette diversité possible de la poésie, ces ressources qu'elle a. Parce que par exemple, on parle beaucoup, on a parlé à plusieurs reprises, et y compris pour la poésie sonore, de la forme poème. Et la forme poème, la poésie ne se réduit pas, pour moi, à la forme poème. Et de même qu'elle peut intégrer donc d'autres arts et d'autres techniques que celles seulement de l'écriture. Elle peut intégrer d'autres domaines à la fois de l'écriture, d'autres formes d'écriture, c'est-à-dire qui peuvent avoir un rapport avec l'essai, par exemple, ou avec la narration,
et d'autres formes de savoir intégrées parce que ça détermine une évolution dans la conception qu'on a du monde et dans la compréhension qu'on en a, les différentes sciences. Voilà, je voudrais... Voilà. Et là, le livre devient effectivement important parce que le livre est vraiment le lieu où on peut faire coïncider ces différents apports, ces différentes formes, et en même temps, par le temps de la lecture, ce qu'exige le livre, cette progression silencieuse et qui peut aller dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, on peut prendre le livre par tous les bouts, on peut aussi entendre peut-être mieux le jeu qui se fait dans le langage, c'est-à-dire les jeux avec la syntaxe, alors, oralement, on peut faire entendre très bien les jeux de mots, mais les ruptures de syntaxe, par exemple, et ce qu'elles peuvent apporter comme déplacement, comme obligation de s'interroger, c'est vrai que le livre est, à mon avis, irremplaçable pour le faire sentir et comprendre. Gilles Amalvi, donc c'est vous qui aviez un peu levé le lièvre. Françoise Cléda a presque dit ce que je voulais dire, en fait, dans le sens, en tout cas, comme Jean-Michel Espitalier évoquait, l'irréductibilité, finalement, pour cette écriture qui se prête particulièrement bien à l'hybridation, qui est particulièrement poreuse à d'autres types de production artistiques ou non artistiques d'ailleurs. Et à cette question du livre, étonnamment, j'ai presque envie de renverser cette histoire-là en disant que sans doute il y a tout un courant qui va nous mener progressivement vers des sortes de super supports multimédia, hypertexte, hyper interactifs, où le texte sera sans doute environné de tout un tas d'autres environnements musicaux et autres, peut-être. Mais moi, par exemple, si j'ai ressenti le besoin à un moment d'aller traficoter dans le son, dans la bidouille sonore, dans le matériau, la récupération de choses, c'est parce que sur la page matérielle du livre, déjà, j'essayais d'absorber différentes strates de médiums, différents types de genres ou de typologies. Et de plus en plus, je me rends compte que plus je vais dans mon travail de lecture vers de l'informatique, vers un usage à la fois de travail avec des vidéastes, avec des outils de montage, avec des instruments, plus la page, plus le livre, le travail que moi je nomme lent devant mon carnet ou devant mon ordinateur, cherche à poser vraiment comme une patte, laisserait reposer. Je vais pas utiliser par exemple pour raconter une histoire, une cassette dont je vais décrire l'introduction dans son support, faire entendre finalement l'espèce de... La page peut devenir une espèce de nœud. C'est pour ça que je suis absolument d'accord avec tout le monde ici sur l'extrême importance du livre, comme aussi endroit de recentrement, parce que finalement, je trouve qu'on vit une époque formidable, justement, on n'a jamais été aussi gavé de textes. C'est-à-dire que le texte vomit de tous les côtés, les mots-clés, les publicités, enfin, le texte est partout, partout devenu fou, comme une espèce de
truc qui se clonerait en permanence. Peut-être que justement la page de livre peut être un endroit à la fois où la retriturer, lui essayer de chercher des sortes d'antidotes dans la manière de le resubjectiver, de le reconcentrer. Françoise Cléda voulait revenir là-dessus. Justement, il y a un élément qu'on n'a peut-être pas assez souligné, parce qu'on a parlé surtout du langage des mots dans leur aspect de sonorité, mais la poésie, elle est aussi visuelle, et il y a tout un travail, effectivement, de typographie ou d'agencement sur la page qui ne peut pas être rendu par la lecture. Voilà, on peut essayer d'en rendre quelque chose dans la performance, mais voilà, c'est aussi une dimension, cette dimension visuelle du livre de poésie, qui est très singulière, parce qu'effectivement, elle n'existe pas pour un roman. J'aimerais quand même un petit peu rebondir et un peu résumer tout ça. Je trouve qu'en fait, on est un peu dans un débat, la scène contre le livre. Moi, ce qui me plaît dans la poésie, et comme lecteur, et comme écrivant, c'est justement, en fait, on fait ce qu'on veut. Moi je fais quelques performances, je fais du son, je suis musicien par ailleurs, mais moi, je me sens très très à l'aise dans le livre. J'adore travailler sur le livre, j'adore publier des livres, j'adore en lire, etc. Bon, ce qui ne m'empêche pas aussi de faire des performances, d'aller en voir, etc. Mais moi, je pense que la poésie, aujourd'hui, de plus en plus, alors ça peut être sa faiblesse, mais à mes yeux, c'est au contraire ce qui la muscle, c'est qu'en fait, ça ressemble à rien. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je reçois un bouquin de poésie, ou quand j'en feuillette, je ne sais jamais ce que je vais trouver. Et ça, c'est quand même un peu la rôle, je trouve. Parce que, idem, quand on assiste à une soirée de performance, on a deux potes qui font des performances, et puis il y en a trois, on ne sait pas ce que ça va faire, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait jamais ce qui va se passer. Parfois c'est pas bien, parfois c'est bien, bon, je ne parle pas en termes de qualité, hein. Parfois on reçoit pas, mais moi ce qui me plaît c'est ça, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les arts plastiques, et aussi dans la musique, alors dans la musique un petit peu moins peut-être, mais je parle de la musique contemporaine. Mais voilà, moi je crois que la grande force de la poésie, c'est qu'elle ne ressemble à rien. Voilà. Moi, j'attaquais pas du tout la poésie sonore, parce que moi aussi, hein, je voudrais pas effectivement que le débat ait l'air d'un débat du livre contre la poésie, contre la performance. C'était pas du tout, parce que moi aussi je vois bien tout l'apport que l'enrichissement que ça apporte. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas non plus, pardon, je reprends il y a Jean-Michel Espitec. À travers ça, il y a un truc un peu facile de la guéguerre des anciens contre les modernes. Alors, les modernes étant ceux qui font des performances, et les anciens ceux qui font des livres. Ça, je trouve ça vraiment extrêmement, un peu à deux balles. Et je pense qu'il ne faut pas non plus que cette question, que cette dichotomie, que cette espèce cette charnière en fait entre deux espaces de création de texte, d'esthétique, etc. Tourne à cette espèce de binarité facile entre les jeunes branchés qui sont sur scène et les vieux cons qui sont dans les bouquins. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Merci. Surtout que les anciens des modernes sont plus anciens que les anciens. Voilà. Alors il y avait quand même une question qui est venue avec un peu d'insistance dans le film, et puis sous le... Bon, non, mais dites-le. C'était la question que vous aviez jugée un peu grandiloquente du souci du monde, mais bon, c'est quand même aussi quelque chose de tout à fait consubstantiel à la poésie depuis qu'elle existe. Alors même si effectivement ça peut générer pas mal de pauses et d'attitudes assez faciles, on est d'accord, mais quand même. Oui. Non, ma gêne, elle vient de ce que parfois on perçoit d'emphase dans la manière de revendiquer
ce souci du monde, ou la nécessité que la poésie soit politique, etc., ou quand on parle de résistance. Comme dirait l'autre, la corne du taureau, pour reprendre la fameuse métaphore de Léris, elle est quand même, pour la plupart des poètes, elle est rarement bien réelle. Là, je suis en train de lire précisément une biographie de Mandelstam, où il ne s'agit plus de poésie, mais d'aller mourir dans un camp de transit avant d'aller au goulag à Vladivostok. Bon, là effectivement, là, on sent qu'il a écrit un poème contre Staline et il le paie. Les mots coûtent cher. Bon, mais je crois que pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, les mots ne coûtent pas ce prix-là. Alors, au-delà, une question à laquelle je suis moi, mais comme philosophe peut-être particulièrement attaché, c'est la question précisément de l'habitation poétique. C'est-à-dire, je crois que la visée de la poésie, de mon point de vue en tout cas, de la littérature en général d'ailleurs, elle n'est pas simplement de produire des textes, aussi intéressants, aussi beaux soient-ils, mais elle est de voir comment ces textes, à leur façon, vont pouvoir influer, inciter à des formes de vie qui sont des formes de vie dissidentes au regard des normes dominantes qui sont celles imposées par le capital, pour dire les choses un peu brutalement. La question pour moi, c'est qu'est-ce que la poésie peut, même si elle peut peu, comme dit Prigent, lorsqu'on a comme idée en tête, qui n'est pas une lubie simplement personnelle, me semble-t-il, d'habiter poétiquement le monde. Voilà, c'est le vieux philosophème de Lurline, hein, l'homme habite en poète. Bon, voilà, qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui? En quoi la poésie peut-elle jouer un rôle dans cette lutte que beaucoup mènent, avec des moyens très divers, pour faire que l'existence soit moins désespérante, pour faire que la vie ne soit pas la non-vie qu'elle est la plupart du temps. Alors, c'est la question au fond. Vieille question que reposent un certain nombre de poètes aujourd'hui, je pense à Philippe Beck par exemple, qui est la question d'un réenchantement du monde. Alors évidemment, c'est une formule lourde et difficile. Hein, on a pu parler d'un désenchantement du monde, c'est la formule fameuse de Max Weber, avec au fond le retrait de toute une appréhension mythologique du monde. La grande industrie et le capitalisme ont ramené toutes choses au fond à la valeur marchande, et nos vies en sont exténuées d'une certaine manière. Il y a toute une critique philosophique, me semble-t-il, qui ici est parfaitement passionnante, telle qu'elle est produite, je sais pas, par Bernard Stiegler, pour citer ce nom, comme ça, à la volée. Mais je crois que les poètes, à leur manière, par la façon dont ils produisent des formes et par la manière dont ils inventent des langages dissidents, des langages qui rompent avec l'idéologie consumériste, l'idéologie ambiante, en quoi peuvent-ils contribuer sourdement, lentement, difficilement sans doute, mais à faire que un autre horizon puisse apparaître où le monde serait moins mal habitable. Voilà. Alors je crois que, moi j'ai bâti là-dessus toutes sortes de théories, je crois qu'il y a au fond tout un mouvement aujourd'hui, peu visible, mais une sorte de lent mouvement d'exode sur place, de soustraction qui est particulièrement portée par la jeunesse, qui refuse les modèles imposés par le capital, qui cherche à inventer dans les interstices du système des formes de vie dissidentes. Et ces jeunes, ils sont attirés par des formes de vie où la création artistique en général, la poésie jouant son rôle là-dedans, donc art du langage, où donc la création artistique devient une préoccupation fondamentale. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes à l'âge non plus du prolétariat, à l'époque du capitalisme fordiste, embrigadé dans les usines que l'on connaît, nous sommes à l'âge de ce que j'appelle, moi, le poétariat. C'est-à-dire où il y a une aspiration plus ou moins affirmée, mais en chacun aujourd'hui, à être le créateur de sa propre forme de vie, et d'y parvenir précisément en inventant des outils qui sont des outils qui relèvent peu ou prou de l'art. Donc j'ai une conception vraiment très large, très élargie de l'art et de la poésie. Voilà comment je vois les choses, au fond.
Bien, alors peut-être qu'on peut laisser un peu de... Voilà, un peu résonner ces mots. Bon, d'autant que nous avons... bon, le temps tourne un peu, et j'aimerais bien... Alors, à moins que vous ayez des réactions à chaud immédiates, autrement, j'en appelle à vous qui êtes là. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, qui appellent probablement des questions, des réactions. Des précisions. Donc c'est à vous, si vous le souhaitez. Oui. Alors attendez, je pense qu'il va y avoir un micro qui va vous être tendu. Oui, c'est une question pour Jean-Michel Pinson, justement. Ah, pardon. Jean-Michel Espitalier, Jean-Claude Pinson. Jean-Claude Pinson, alors. Bon, en fait, bon, ma question vient de ce que j'ai compris, donc je m'excuse si j'ai mal compris, déjà. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait vis-à-vis de la poésie une énorme attente qui pesait sur ses épaules, et puis Rameau, etc. Vous avez parlé d'une de ces attentes, enfin de deux si j'ai bien compris, qui est celle de la réinvention du langage, et la deuxième, celle de une sorte de sens existentiel, quoi, comment la poésie pour recréer le sens de notre vie. Disons que dans la mesure où peu de gens vont vers l'achat des livres de poésie, etc., ma question c'était, mais ça se manifeste comment concrètement? C'est-à-dire, cette attente, vous la lisez où? Je ne sais pas si je suis assez claire. Oui, tout à fait. Oui, non, mais je suis bien conscient qu'il y a évidemment un immense fossé entre ce désir d'autres formes de vie, qui me semble-t-il un désir assez largement partagé, et puis, au regard de cet océan, la poésie qui effectivement, on l'a dit, touche un public extrêmement réduit. Mais bon, comment dire, je crois que la question, effectivement, c'est probablement d'abord ici celle du langage. C'est-à-dire que les formes de vie, elles sont façonnées aussi par des formes de langage, des lexiques, des vocabulaires. Je sais pas, par exemple, tout ce qu'on entend à longueur de journée, il faut relancer la croissance, par exemple. Bon. L'idée de croissance, c'est évident que si on y réfléchit un temps soit peu, elle ne tient pas debout un seul instant au regard de l'état aujourd'hui de la planète. Bon. Et la poésie, elle est déprise. La poésie, je dirais la littérature en général, elle est déprise de toute cette idéologie qui passe par une langue, l'idéologie de la production, de la consommation, du travail, enfin, tout ce qu'on nous serine à longueur de temps. Barthes avait une formule très juste. La poésie, en tant qu'elle est l'art de la nuance, en tant qu'elle essaie de faire entendre dans le langage quelque chose qui n'est pas audible pour l'instant, elle est un facteur puissant de démocratie. Et je crois que c'est vrai, c'est-à-dire que elle peut faire comprendre, mais de concert avec d'autres formes d'art, que d'autres formes de vie sont possibles. Alors, bon, c'est vrai que ça ne peut être aujourd'hui qu'à l'échelle d'individus, de toute façon tout passe par les individus, qui font un pas de côté par rapport aux formes de vie ambiantes. Moi, j'observais ça tout simplement déjà à partir de mes propres étudiants. Je voyais bien que ça n'allait peut-être pas durer toute leur vie, parce qu'il faut bien goûter, comme on dit, mais ils avaient quand même ce souci. Beaucoup d'entre eux, c'était des étudiants de philosophie en l'occurrence, ou d'autres disciplines quand j'avais des options. Oui, non, ils étaient dans des formes de rébellion sourde. Alors, c'est plus la rébellion proclamée telle que j'ai pu la connaître du temps des années militantes d'avant et d'après 68. C'est beaucoup plus sourd, mais c'est peut-être plus solide d'une certaine manière. Ils cherchent dans les interstices d'un modèle social très puissant, omniprésent, cherchent à inventer des formes de résistance. Et les armes dont ils se saisissent, me semble-t-il,
c'est en particulier les armes de la création, parce que c'est comme ça qu'on se fait soi-même, bien entendu. Une formule de Nietzsche que je répète souvent, où il dit qu'au fond, les artistes inventent des formes nouvelles, c'est très bien, mais ils vont peut-être pas assez loin, dit Nietzsche, c'est un paragraphe du Gai Savoir, il faudrait qu'ils inventent aussi des formes de vie nouvelles, qu'ils se fassent les poètes de leur propre existence. Et je crois que c'est une des questions capitales, à mon avis, auxquelles on est confronté aujourd'hui. Comment allons-nous pouvoir, alors ça va peut-être prendre, nous sommes dans le tunnel de l'époque, comme dirait Mallarmé, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge, le grand soir n'est pas pour demain, mais il y a des formes d'enrichissement. Alors, bon, ma réflexion n'est pas complètement isolée. Je pense par exemple qu'il y a un travail tout à fait intéressant de ce point de vue-là, c'est le travail d'un philosophe comme Antonio Negri. Negri a réfléchi tout ça, et il n'est pas inintéressant de voir que Negri s'appuie sur un livre, sur un auteur fondamental dans la poésie italienne qui est Leopardi. Negri a écrit un très grand livre sur Leopardi, qui est malheureusement pratiquement peu connu, mais c'est un livre fondamental parce que précisément il fait l'articulation entre la transformation sociale, l'alternative sociale telle que, comme penseur du politique, Negri cherche à la définir, et puis la transformation politique qui est beaucoup plus sourde, effectivement. La poésie, elle est discrète, comme dit De Guy, c'est un art très discret, donc ça se voit pas, mais bon. Alors, c'est peut-être, on peut dire, un espoir fallacieux, je suis peut-être dans la rêverie, mais c'est possible, mais bon. Alors, je vois une main qui se lève au milieu, au fond. En vous écoutant, je pensais à quelque chose qui est la criminologie. En criminologie, on distingue les plaintes qui sont déposées et qui sont élucidées. On pourrait parler des livres qui sont publiés, les plaintes qui sont déposées mais qui ne sont pas élucidées et qui ne trouvent pas d'éditeur, et puis les chiffres noirs, c'est-à-dire les gens qui ne portent jamais plainte. Et ces gens qui ne portent jamais plainte, je pense que c'est tous les poètes en herbe, tous les gens qui se servent de la feuille de papier encore pour écrire, ceux qui participent à des compétitions de slam, qui échangent dans les bars le soir, ça existe partout à Nantes. Donc, quand on parle d'un poétariat, c'est-à-dire cette classe peut-être en soi, qui n'est pas encore devenue une classe pour soi, parce qu'elle a été éditée, cette classe existe. C'est-à-dire que partout, il y a en effet des jeunes qui continuent à écrire, heureusement, qui écoutent, qui prennent connaissance des poètes anciens, qui ont envie de les réécrire d'une façon différente, et ça existe au quotidien dans les lycées, chez les adolescents, voire même chez les enfants, lorsqu'ils se rencontrent des professeurs des écoles qui savent les initier à la poésie. Donc il y a une poésie vivante de tous les jours qui ne trouve pas forcément d'éditeur, mais qui est le fond même de la poésie actuelle. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de votre monde de personnes qui ont été éditées, qui sont des éditeurs, qui font des performances, vous ne pensez pas à tous ces jeunes qui, partout encore, fort heureusement, au moment de l'adolescence, tout particulièrement sans doute, sont fascinés par la poésie qu'ils lisent en classe, sont subjugués par un prof qui peut-être les initiera mieux qu'un autre, et puis qui, de toute façon, à travers les chansons qu'ils écoutent, à travers le rock, à travers plein de choses, entendent des poètes du quotidien, et qui eux-mêmes ont envie d'écrire, et qui écrivent, et là c'est pas la publication sur un livre, ça passe par la feuille blanche, bien évidemment, à un moment ou à un autre. Donc, ou par l'ordinateur, ou par le SMS envoyé à un copain, ou à une copine. Donc tout ça, ça existe en permanence. C'est la remarque que je voulais faire. Sur laquelle j'aimerais rebondir. Je pense que là je parle au nom de tout le monde, mais je pense que tout le monde sera d'accord. La plupart des poètes en fait travaillent souvent beaucoup en milieu scolaire. Moi il m'arrive de faire des ateliers, j'ai travaillé avec des slammeurs, non avec des rappeurs pardon. Donc ne croyez pas, on connaît très bien ce monde-là. Moi je sais que je connais beaucoup, je me suis beaucoup intéressé au slam et j'ai aussi après beaucoup été déçu dans les années 90 quand ce mouvement a émergé en France.
Non, non, pas du tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas, il faut pas jouer une espèce de carte élitiste, une espèce de brume élitiste contre quelque chose qui serait beaucoup plus populaire au sens noble du terme. Moi, j'ai été très très marqué par des. Enfin, j'ai 100 000 expériences à raconter, justement, de relations à des lycéens, des collégiens, souvent dans des ZEP, donc des gens qui n'ont pas, a priori, une culture, enfin, en tout cas, qui ne sont pas issus de milieux favorisés culturellement. Donc, à ce niveau-là, pas du tout. Maintenant, sur le slam, moi, je suis assez consterné par le slam. Je trouve que c'est très bien d'un point de vue social, d'un point de vue que chacun fasse ce qu'il veut. Je trouve que c'est toujours mieux qu'un gamin écrive du slam, enfin, écrive ce qu'il veut, qu'il ait un rapport à l'écriture, etc. Je trouve ça toujours, enfin, c'est gagné. Maintenant, si on se passe sur un point de vue plus critique, moi je trouve que le slam est une véritable catastrophe. Parce qu'en 2 mots, on est dans des formes les plus ringardes qui soient, c'est-à-dire les plus réactionnaires, hein, espèce de rime appliquée, d'alexandrin plus ou moins boiteux issus de ces leçons de récitation, et on est surtout, la forme, bon, pourquoi pas, on est surtout sur des thématiques qui sont les thématiques les plus démagogiques qui soient. Moi je me souviens très bien de l'émergence de Pilote le Hôte dans les années 90, qui a été une espèce de star, et Pilote le Hôte disait, nous comment ça dit sa phrase, la rue nous aime parce qu'on lui parle. Moi, ce sont toujours des choses qui m'inquiètent un peu. Et cette poétique du slam, moi je la trouve, alors évidemment, c'est pas volontaire, hein, mais je trouve que justement ça flatte toujours en fait des choses très faciles, très démagogues, très binaires, très manichéennes. Alors on va dire oui, mais le slam c'est le peuple, etc. Mais bien sûr, effectivement, je veux dire, il faut encourager les gens, les jeunes qui n'ont pas forcément les outils culturels pour aller plus loin, à rentrer dans ce genre de choses. Maintenant, je dis, voilà, il faut aussi, on doit aussi juger ce que ça produit à l'aune d'approches politiques ou esthétiques. Moi, le slam, je suis absolument consterné par ce que ça produit. Voilà. Sur le slam, je crois que... Ah, allez-y, monsieur. Sur le slam, il y a un texte que tu connais sûrement, Jean-Michel, pour moi de référence, un texte critique, polémique, mais en même temps assez pédagogique, qui est le texte de Jean-Pierre Verhegen dans son livre qui doit être Sodome et Grand-mère. Bon, je pense que tous les slammeurs feraient bien de lire ça parce que ça leur donne une belle leçon et ils peuvent en tirer profit. Ça leur explique un petit peu ce qui leur manque à la plupart. Je voulais revenir sur l'attente énorme de la poésie, mais je crois que tout simplement, cette attente, elle est dans le mot. Le mot poésie, c'est une icône ou un épouvantail. Ça veut dire la poésie, c'est le plus élevé de tous les arts. Donc c'est le truc impossible, inaccessible, qui doit être absolument parfait. Pierre Michon dit que la poésie, c'est la littérature de la littérature. Et il laisse entendre par là qu'il n'y touchera jamais parce que ça lui fait trop peur. Donc je pense tout simplement, l'attente, elle est dans un espèce de conflit avec ce mot qui est porteur de trop d'attente et qui est un mot sacré auquel on n'a pas le droit de toucher. Poésie, c'est de la poésie. Il y a de la mauvaise poésie, il y a de la bonne, il y a de la très bonne. Enfin pour moi, ça me hérisse toujours d'entendre que c'est le plus élevé de tous les arts. Ça peut être complètement raté. Pour en revenir au film, j'ai trouvé que le panorama était un petit peu étroit. Alors, je ne veux pas rentrer dans la querelle scène-livre, hein, mais j'aurais aimé entendre des poètes. On n'a même pas entendu Jean-Michel Espitalier, d'ailleurs. J'aurais aimé entendre J'aime Sacré, que Jean-Claude a cité, mais aussi Henri Droguet, des poètes qui me paraissent excellents, mais qui restent sur le papier et qui sont un petit peu mis de côté dans les discours aujourd'hui sur la poésie. Ou alors Valérie Rousseau, qui vient d'avoir le prix d'Apollinaire, Antoine Hémaz, Jean-Pascal Dubost,
enfin voilà, des gens qui ne sont pas complètement dans le, on va dire, dans le giron. Sur cette question finalement de l'immense peuple des gens qui écrivent, en disant juste deux choses, c'est que d'une part, là je peux parler que en mon nom, mais j'ai été, avant d'être une personne éditée, et je n'ai pas édité grand chose dans ma vie, une personne écrivant parmi d'autres personnes écrivant, et il ne faut pas non plus faire cette scission entre, effectivement, comme disait Jean-Michel Espinal, une élite qui aurait eu les bonnes grâces des dieux qui les auraient accueillis sur leur Olympe, et tous ces pauvres poètes maudits qui, eux, seraient tenus aux lisières du paradis. Et par ailleurs, parce qu'il y a quand même une distinction à faire entre des gens sans doute, parce que forcément le système éditorial est fait comme ça, qui ont produit toute leur vie une œuvre peut-être géniale qui n'aura jamais eu la chance d'être donnée au monde, et une personne qui effectivement, tout le monde écrit, tout le monde, du SMS jusqu'au carnet de notes, et le travail d'un poète, il n'y a pas de distinction véritable à faire avec le romancier, mais c'est le moment quand même, puisqu'on a parlé d'habiter le monde d'un poète, puisqu'on a parlé quand même où il y a un choix qui est fait de ne plus être juste, pour moi, l'adolescent qui griffonnait des petits poèmes à la Baudelaire dans son cahier, et à un moment, juste un espèce de basculement je vais y consacrer des jours, je vais y consacrer des mois, je vais rentrer dans cette matière jusqu'au bout. Et ça, c'est pas un choix anodin, c'est à un moment décider d'en faire sa vie. De ne pas être... là, je pense qu'il y a quand même... effectivement, tout le monde écrit. Décider d'en faire l'engagement, finalement, d'un livre, par exemple, ne serait-ce que ça, que cet objet-là, l'engagement d'un livre, d'aller le proposer ensuite avec plus ou moins de chance à un éditeur, c'est quelque chose qui engage subjectivement très fortement. C'est pas... Je vous donne donc rendez-vous demain, il y a de midi à minuit, dans toutes les manifestations de midi poésie, dans les différents lieux que vous trouverez sur le programme. Et puis voilà, nous nous séparons dans un grand bruit d'ailes. Et à demain.